Les titres, la CGTB, le CISC, le MBDHP pour ne citer que celles-là, plusieurs organisations syndicales et de la société civile protestent contre les dernières réquisitions pour le front visant certains de leurs membres, des réquisitions qualifiées d'arbitraires. Elles se sont exprimées par voie de communiqué, mais aussi en conférence de presse. Vous les entendrez dans ce journal. Et pendant ce temps, le chef de l'État, lui, appelle à incarner des valeurs telles que la probité et surtout l'engagement et le don de soi en cette période trouble que traverse le Burkina Faso. Message lancé lors de la montée des couleurs mensuelle, une sorte de réponse indirecte aux protestataires. Et puis, dans ce journal également, le tour du Faso 2023, vous le savez, s'est achevé avec le couronnement du Burkinabé Paul Domon. Mais que s'est-il passé lors de ces 10 étapes? 1180 km parcourus, 7 régions traversées, toutes les péripéties et les émotions. C'est dans le film du Tour, à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'est ce qu'on appelle une cascade de réactions. Au lendemain des toutes dernières réquisitions pour le front, plusieurs organisations syndicales et de la société civile ont publié des communiqués dénonçant, disant-elles, le caractère punitif de ces procédures en raison des prises de position dans le débat public des personnes visées, ajoute-t-elle, dans les rues. Eh bien, les avis sont plutôt partagés. Le point de tout cela avec Amandine Tago, Océane Daboné, Abdoulaziz Sarré et Abdourazak Traoré. Dimanche 5 novembre 2023, le chroniqueur média Issa Kalengani fait l'annonce en direct sur l'émission Presse Éco. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai été réquisitionné pour aller donc participer à la reconquête du territoire national. Donc vous n'aurez pas la chance de me voir pendant au moins 3 bons mois. Et quelques heures plus tard, Rasman Zinaba emboîte ses pas. Parce que vous portez une voix qui est une voix critique vis-à-vis du régime, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du MPSR2, parce qu'il faut le citer, vous pouvez recevoir une réquisition pour aller au front. Je suis un témoin vivant de ça. Ma réquisition est arrivée aujourd'hui pour le 7 novembre. Et visiblement, ils ne sont pas que deux. Tout simplement parce que c'est la loi, dirait-on. Mais quand on se sert de la force publique pour brimer des individus dans leur droit de s'exprimer, il y a un problème. Ça, vous faites une interprétation de votre réquisition. Mais attendez, je cite ceux qui sont sur la réquisition, les 12 personnes qui sont sur la réquisition. Il y a votre collègue Issa Kalengani, il y a Ablasse Ouedraogo, à cause de ses positions dernièrement par rapport à la situation politique. Il y a Yacouba Ladji Bama, il y a mon camarade du balai citoyen Bassirou Badjo, il y a des gens comme, comment on appelle ça, Gabin Corbeugo, parce qu'il est porteur de voix pour le meeting. Est-ce que ces réquisitions sont légales? Je dis et je répète encore une fois de plus, la modification de l'article 37 était légale, mais elle n'était pas légitime à l'époque. Et c'est parti pour le débat sur la légalité ou la légitimité de ces réquisitions. Dans la dizaine de réactions suite à la vague de réquisitions annoncée, toutes concordent pratiquement sur la légalité, mais dénoncent un abus. Pour le collectif CGTB, au regard des profils des réquisitions, il s'agit d'un acharnement contre des citoyens ayant exprimé des opinions critiques vis-à-vis du pouvoir. Cette situation n'est pas acceptable, selon le MBDHP, qui ajoute que ces réquisitions constituent clairement des abus de pouvoir qui engagent la responsabilité individuelle de leurs auteurs. Était-ce donc le véritable enjeu du décret portant mobilisation générale et mise en garde? S'interroge le Centre national de presse Norbert Zongo. De son côté, le CISC dénonce également la réquisition des acteurs critiques, dont son secrétaire général Dr Daouda Diallo. Le collectif parle de dérives autocratiques dans un état de droit. Le balai citoyen et le Sinamub poursuivent dans la même lancée. Mais dans les rues de Ouagadougou ce matin, la mesure est applaudie. Selon moi, en tout cas, il faut aller sur le terrain pour voir la réalité. Il ne s'agit pas de s'asseoir et puis critiquer le pouvoir en place ou bien critiquer tel. Il faut aller en profondeur pour savoir réellement la chose. N'importe qui peut se lever comme ça, s'asseoir et puis vouloir parler sans connaître même, comme on appelle, le terrain. Donc, qu'ils les envoient là-bas, aller voir réellement ce qu'il y a sur le terrain. Là, quand ils vont revenir, ils vont savoir s'exprimer maintenant.
Voilà, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Un gouvernement ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a l'opposition qui est là, il y a d'autres aussi qui vont vouloir mettre, comme on appelle, les bâtons dans les roues. Donc, à chacun de savoir mesurer ses propos. Voilà, on peut critiquer, mais il faut critiquer de façon positive. C'est normal, parce que le pays est en guerre. Tout le monde est là pour la paix pour ce pays. Je reste d'avis avec le gouvernement. C'est une chose pour le pays. Voilà, le Burkina Faso, d'abord. Il y a ceux aussi qui n'approuvent pas ces réquisitions. Non, il n'a pas bien fait. Parce que ça, c'est la force. Oh. Voilà, la personne doit se décider pour aller combattre. Si la personne ne décide pas, moi, il ne faut pas la forcer. Un peu plus loin, ici à la place de la nation de Ouagadougou, c'est plutôt l'incompréhension. Ces jeunes qui font le pied de grue depuis des mois pour être enrôlés au front ne comprennent pas ces réquisitions. Ceux qui ne veulent pas aller, on les force pour aller. Et ceux qui veulent, ils sont là. Et puis ils ne passent pas à les prendre. C'est ça nous veut savoir. Est-ce que réellement ils ont besoin de nous? Aussi, ils ont besoin de nous. Nous sommes là. Depuis des 4 mois, on ne part même pas à la maison. Même moi, je suis au Ouaga ici. Je pense que c'est mieux de nous recruter comme VDP que de réquisitionner en cascade des gens qui n'ont pas envie de se battre pour leur pays. Si on allait réquisitionner tous ceux qui parlent contre le pouvoir actuel pour amener au front, imaginez le désastre. Ils risquent de se battre contre ce pays-là. À la place de la nation ici, ils étaient plus de 600 au départ. Une bonne partie ont été enrôlés. Le reste, environ 200, attendent toujours le salut de l'enrôlement pour être VDP. Et visiblement, les communiqués n'ont pas suffi. Ces organisations syndicales et de la société civile ont invité la presse en début d'après-midi. Ce lundi, elles parlent de sanctions et de réquisitions d'abus de pouvoir et préviennent: nous userons de tous les moyens légaux pour faire barrage à ces réquisitions. Roméo Koïta. Pour les toutes dernières réquisitions pour le front, on parle d'une douzaine de personnes. Parmi elles, plusieurs membres des organisations syndicales et de la société civile qui projetaient l'organisation du meeting controversé du 31 octobre dernier à la Bourse du Travail. Comme Zinaba Rasman, du Balai Citoyen, comme Bassirou Badjo, du Balai Citoyen, comme Yacouba Ladji Bama, journaliste, votre collègue que vous connaissez, comme Issaka Lengani, comme Ablasse Ouedraogo de façon autrement, comme Gabin Corbeogo, qui a pris la parole à cette même tribune pour lire la déclaration liminaire des organisations de la société civile et des syndicats qui projetaient d'organiser le meeting du 31 octobre, sont sur la liste de la douzaine de personnes. Pour cette coalition d'organisations, ces réquisitions ne sont ni plus ni moins que des sanctions qui visent à faire taire tous ceux qui critiquent la gestion du pouvoir actuel. Pour cette raison, elles s'y opposent et promettent qu'elles useront de tous les moyens légaux pour faire barrage à ce qu'elles considèrent comme une punition. En fonction de la situation, vous pouvez imaginer tout moyen légal va être utilisé par nos organisations pour refuser, en tout cas, cette réquisition punitive. Voilà. Les dites réquisitions devraient prendre effet à partir de demain 7 novembre 2023 jusqu'au 6 février 2024, soit une durée de 4 mois. Rasmané Zinaba du Balai Citoyen a déjà été contacté pour récupérer la sienne. C'est que nous avons été contactés par un adjudant qui nous a appelé il y a 3 jours, non, avant-hier, pour nous signaler que nous avons une réquisition hors de la présidence pour nous réquisitionner pour aller servir sur le théâtre ou du moins sur les terrains d'opération. Effectivement, personnellement, je suis allé à la garnison pour chercher ma réquisition hier matin. Il se trouve qu'il y avait une erreur sur mon nom. C'est écrit Zinaba Rasman au lieu de Zinaba Rasman. Chose que je ne peux pas signer et récupérer. J'ai donc demandé à ce qu'effectivement la réquisition en question soit retransmise à qui de droit, qu'elle soit corrigée et effectivement qu'elle soit disponibilisée
pour suite à donner à cette réquisition-là. Ces organisations appellent leurs militants et sympathisants et les démocrates épris de paix et de justice à s'organiser pour résister contre ce qu'elles considèrent comme de l'arbitraire. Elles les invitent aussi à rester à l'écoute pour tout mot d'ordre qui commanderait l'évolution de la situation. Et face à cette situation de protestation et de contestation tous azimuts des corps intermédiaires, le chef de l'État répond par une forme de fermeté pédagogique. Le capitaine Traoré clame que le Burkina Faso prend un nouveau virage dans la lutte contre le terrorisme. Plus d'engagement, moins d'hésitation. Le président de la transition s'est exprimé lors de la traditionnelle montée des couleurs mensuelles. C'était ce lundi, écoutez-le, Benjamin Kwame. Quand le titanier retentit au palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré a les yeux rivés sur cet emblème. Ces deux couleurs horizontales et l'étoile dorée au centre est tout simplement symbolique pour le chef suprême des armées. Il se dit prêt à le faire flotter haut, même au prix de sa vie. Couleur donc qui symbolise tout pour nous, prêt à vivre ou à mourir pour ces couleurs. Parce que la patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, ne se porte pas assez bien comme on le souhaite. Le Burkina Faso ne se porte pas bien, c'est à cause des groupes armés terroristes qui assaillent le pays de partout. Alors, il faut se battre au prix du sacrifice suprême, tout en respectant les valeurs que le drapeau représente. Il s'agit de la dignité, de l'intégrité ou de la probité. Une année que le capitaine Traoré, ses hommes et le gouvernement sont vent debout contre ces groupes terroristes qui endeuillent les Burkinabés, le président de la transition attire l'attention des compatriotes sur la nouvelle dynamique dans ce combat. À chacun de mettre sa ceinture de sécurité pour ne pas chuter. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher, parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Le commandant en chef se veut on ne peut plus clair sur ce virage. Le désordre ne sera plus toléré. Quand je dis un nouveau virage, parce qu'il ne sera plus question de laisser le libertinage prendre le dessus. Les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté de la nation. Nous avons assez d'exemples dans ce monde. Ouvrons les yeux. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline. Une nation ne se construit pas dans le désordre. Ainsi donc, le convoi pour la libération du pays a démarré. Direction le front. Chacun doit suivre la mouvance. Mais déjà, sur le théâtre des opérations, il y a des hommes qui paient de leur sueur et de leur sang pour que d'autres Burkinabés vivent paisiblement dans les zones sécurisées. Aucun Burkinabé ne doit rester en retrait. Il faut les magnifier. Qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges? Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier? Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, si nous n'avons pas la chance d'être là-bas, au moins prions pour eux. Le capitaine Ibrahim Traoré invite également ses collaborateurs à être des modèles et à avoir l'intelligence des situations, surtout en cette période trouble, à l'endroit de tous les Burkinabés qui ont des propositions pouvant servir pour la restauration de l'intégrité du territoire national. Capitaine Traoré demande aux uns et aux autres de les reverser à son cabinet, car son gouvernement a besoin de toutes les idées et toutes les intelligences. Des valeurs de probité et de don de soi véhiculées par le chef de l'État et ici transmis aux plus jeunes par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, une campagne de sensibilisation sur la citoyenneté destinée aux élèves du lycée provincial de Koudougou. Amadou Diko, reportage. Il faut plus dire aux gens de sortir pour nettoyer les CFS. C'est le travail du gouvernement. De l'humour et du slam pour inculquer aux élèves du lycée provincial de Koudougou les valeurs de civisme et de citoyenneté. Ici, dans les différents messages véhiculés, il est mis en avant le respect des biens publics et des symboles de l'État. C'est l'objectif majeur de cette animation podium de sensibilisation sur la citoyenneté. Dénommé Le Bon Citoyen, c'est une initiative de l'AGA, Association Jeunesse Espoir d'Afrique, qui entend responsabiliser davantage les élèves et autres apprenants face au phénomène de l'incivisme.
Il a été constaté que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur, surtout dans les établissements secondaires du Burkina Faso. Nous tendons vers le mois de décembre, qui est le mois où il y a beaucoup plus de grèves. C'est le message que nous voulons passer à travers ces lancées dans ce mois. C'est de dire aux élèves là, voilà, le respect de tout ce qu'est, qu'on appelle ça, l'autorité, le respect du corps enseignant, le respect également du code de route, le port des casques surtout, parce que lorsque vous faites un tour dans les hôpitaux, surtout dans les urgences, vous voyez que la plupart des accidentés, c'est ceux qui n'ont pas porté des casques. Les effets sont plus impactants que ceux qui prennent le soin de porter un peu, se protéger en portant les casques. Donc le message que nous avons voulu passer ce soir, c'est juste leur dire, soyez des bons citoyens. Le bon citoyen doit être un exemple où il passe. À l'issue de ces séances de sensibilisation, les élèves à leur tour devraient s'engager à être des citoyens exemplaires. En tant qu'élève, je ferai ce qui est juste. Je respecterai les feux tricolores et je ne manquerai pas de respect des autres. L'approche et le choix du public cible de l'AGA pour véhiculer ces messages de bons citoyens sont salués par les structures engagées dans la promotion de la citoyenneté et du civisme. Le canal par lequel on a voulu transmettre le message également est très attrayant parce qu'ici, on s'amuse en apprenant. Et avec la jeunesse, c'est ce type de canaux qu'il faut utiliser pour pouvoir vraiment les avoir avec nous et les amener vraiment à rester attentifs et à s'approprier le message que l'on veut donner. Alors justement, la thématique est bien claire, la citoyenneté, on veut véritablement promouvoir les bons citoyens dans notre pays. Donc c'est de bon ton que nous puissions véritablement accompagner cette initiative-là qui va permettre justement de mobiliser la jeunesse burkinabé autour donc de la promotion des valeurs de citoyenneté. La cité du Cavalier Rouge marque le point de départ de cette vaste campagne de sensibilisation de l'AGA sur la citoyenneté. L'initiative financée par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie s'étendra dans d'autres villes du pays, notamment Tinkoudougou et Bobo-Dioulasso. Et l'une des meilleures manières d'exprimer sa citoyenneté, eh bien, c'est le paiement de ses impôts, un instrument indispensable pour le développement endogène. L'ancien ministre Nebila Amadou Yaro en parle dans son nouveau livre « Fiscalité locale et développement territorial au Burkina Faso » par Maurice Traoré. À travers son ouvrage intitulé « Fiscalité locale et développement territorial au Burkina Faso », Dr Nebila Amadou Yaro, spécialiste des questions fiscales en lien avec le développement endogène des pays africains, revient sur les fondements de la fiscalité locale. Ces fondements peuvent se comprendre comme les moyens mis en œuvre pour trouver du financement à travers les impôts locaux au profit des collectivités locales. Il est question dans son ouvrage, édité aux éditions Mercury, de savoir comment la fiscalité locale contribue au développement de ces collectivités. Je pense que la fiscalité, c'est... Vous savez, en sciences politiques, il y a deux choses qu'on apprend qui font les fondamentaux donc, de l'État, qui font qu'un État existe. C'est la fiscalité et puis c'est la force publique. Lorsque un paysan dans son champ voit un policier ou un militaire qui arrive, il sait qu'il y a un État. Quand lorsqu'on demande à quelqu'un de payer un impôt, il sait qu'il y a un État. Donc ce sont les deux choses vraiment qui montrent vraiment la présence d'un État. Donc c'est important la fiscalité. Elle est importante, la fiscalité. Cependant, certains élus locaux éprouvent du mal à collecter des ressources financières pour le fonctionnement de leur collectivité, selon Dr Yaro. C'est pourquoi, dans son ouvrage, il formule également des propositions pour l'amélioration du recouvrement des ressources fiscales. Donc ce que je propose, par exemple, c'est de faire en sorte de lier les impôts aux ressources, à la nature donc, des ressources qui génèrent donc, cet impôt. On prend un exemple. Si un conseil municipal accorde un marché à une entreprise, par exemple, c'est que les impôts qui seront greffés donc, sur ce marché-là, au lieu que ça retourne au niveau de l'État organe central,
Il faut que ça reste donc au niveau de la collectivité. Disponible dans tous les points de vente agréés, ce deuxième ouvrage de Dr Nebila Yaro est composé de 145 pages regroupées en 4 chapitres. Et c'est tout logiquement que nous passons à la chronique éco de ce journal. Entre 2015 et 2021, le Burkina Faso a importé pour des sommes allant de 9 à 30 milliards de francs CFA de l'engrais chimique de synthèse selon une étude menée par des chercheurs du CNRST et de l'IRSAT. Et pourtant, vous allez le voir, ce sont des produits jugés hautement dangereux pour la santé humaine et animale. Archimède Boy, reportage. Entre 9 et 30 milliards de francs CFA, c'est le montant annuel des importations de pesticides chimiques effectuées par le Burkina Faso sur la période de 2015 à 2021. Les quantités, elles, varient entre 4 000 et 7 000 tonnes par an sur la même période, selon une étude récente du Centre national de la recherche scientifique et technologique et l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Cette étude, publiée par l'économiste du Faso, révèle que l'utilisation intensive de ces pesticides chimiques de synthèse constitue une menace pour l'agriculture et par ricochet pour notre alimentation. Menée auprès de 210 producteurs dans 6 régions maraîchères et cotonnières, elle montre que le niveau de résidus de pesticides sur la plupart des légumes dépasse largement la norme. À titre d'exemple, sur le piment, les chercheurs ont retrouvé des résidus de 5 différents pesticides interdits en Europe avec des concentrations très élevées. Par ailleurs, les spécialistes notent également que les eaux de pluie et les barrages sont fortement contaminés par ces pesticides avec des concentrations établies entre 8 et 30 microgrammes par litre. Mévinphos, Terbufos sont des substances d'une toxicité aiguë présentes dans ces eaux et qui, à long terme, affecteront la santé humaine et animale. Le rapport cite aussi d'autres substances jugées cancérigènes telles que le diuron, le glyphosate et le propagite. Ce document scientifique constate que la majorité des 70 consommateurs interrogés dans le cadre de cette enquête est consciente de la dangerosité des pesticides chimiques, même si certains pensent qu'il suffit de laver ces légumes avec du savon pour les débarrasser de ces pesticides. Les conclusions de cette étude du CNRST et de l'IRSAT visent à susciter une prise de conscience pour la réduction, voire l'abandon de l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse pour une agriculture viable et durable. Et justement, pour sensibiliser à une agriculture assez propre, Sem Film, Cécile Droit, Libre et l'ensemble de leurs partenaires organisent la 2e édition du Festival des films alimentaires. Elle se tiendra du 8 au 11 novembre prochain, ont annoncé les membres du comité d'organisation, et ce sera sous le thème « Quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale ?» Abdou Aziz Assaré. Face au nombre de plus en plus croissant de maladies d'origine alimentaire dans le monde, l'ONG Umundi veut une fois de plus semer les graines du changement chez les paysans qui font encore usage de pesticides dans leur exploitation agricole. Et ce, à travers le festival alimentaire. Ce rendez-vous cinématographique, prévu du 8 au 11 novembre prochain, vise à user d'une sélection de films documentaires pour sensibiliser les agriculteurs sur les bonnes pratiques en matière de production agricole, exempte de produits chimiques. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire aux paysans il faut laisser l'engrais, il faut laisser le pesticide chimique, mais il faut lui proposer des alternatives. Donc, pendant ces 4 jours de débat et de films que nous allons projeter, nous allons beaucoup échanger avec des experts et qui vont
justement nourrir le débat sur les alternatives qu'il faut proposer pour pouvoir trouver une solution justement au problème des pesticides chimiques de synthèse là. Cette année, le festival alimentaire va en plus de Ouagadougou se tenir dans d'autres villes du pays. Nous avons le plaisir de vous annoncer que dès que l'édition de Ouagadougou prend fin, le 11 novembre, nous allons passer en mode caravane du 16 au 18 novembre dans les villes de Tekodoro, Kupela et Mortelo. Cela reflète notre engagement à atteindre un public plus large et à sensibiliser aux enjeux cruciaux des systèmes alimentaires durables et à l'agroécologie, ainsi qu'au pastoralisme et aux questions liées au foncier. L'autre innovation cette année, c'est l'instauration d'un espace jeune enfant. Parce que la philosophie qui est derrière le festival alimentaire, le fait de parler de souveraineté alimentaire, d'agroécologie, de lutter contre les pesticides, de tout ce qui est chimique, il faut qu'on commence à mettre les enfants dans le jeu dès maintenant, qu'ils se passionnent déjà pour ces questions. Et on se dit demain, on aura des gens, des futurs dirigeants qui peuvent vraiment être sensibilisés à ces questions-là. Des concerts, ateliers et débats sont également au menu de cette deuxième édition du festival alimentaire, placé sous le thème « Quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale ?» Et justement, pour parler de ce festival, nous recevons sur ce plateau Alfred Sawadogo, président du conseil d'administration de SOS Sahel. Bonsoir Sawadogo Alfred, merci d'être venu. Oui. Il faut dire que SOS Sahel est le parrain de ce festival des films qui se déroulera du 8 au 11 novembre. C'est alimentaire, mais terre avec TE2RE. Pourquoi alimentaire écrit comme ça déjà? Ah oui, c'est tout à fait pour englober toute la problématique, parce qu'à la fois, il y aura le problème de nourriture, il y aura le problème des terres. Et donc, vous voyez que c'est vraiment une problématique globale. Et nous invitons tous ceux qui s'intéressent à la question de l'agriculture autrement de venir le 8 au soir jusqu'au 11 pour suivre des films qui sont fort à propos et suivis de débats. Et c'est vraiment un moment de partage et de réflexion sur cette importante question de notre pays. Alors, vous savez que les films documentaires, on en voit très souvent sur le climat, l'alimentation. Pourquoi on devrait venir du 8 au 11 assister à ce festival? Ah, une très bonne question. Il faut venir parce que la question est posée autrement et les réponses vont être autrement. Voilà. Donc nous invitons vraiment tous ceux qui s'investissent dans l'agriculture agroécologique, etc., dans notre pays, de venir parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir sur la question. Et qui peut venir, finalement? Tout le monde. Tout le monde est invité à venir, absolument. Et particulièrement ceux qui sont à Ouagadougou et qui ne savent pas toujours l'origine des produits qu'ils consomment. Eh bien, ils n'ont qu'à venir et on va en discuter. Qu'est-ce qu'on va apprendre là-bas, qu'on ne sait pas déjà? Oui, très bien. Ce qu'on va apprendre, que le sol est un élément vivant qu'il faut soigner. Il faut lui apporter tous les nutriments, mais locaux. Parce que nous sommes habitués à acheter des produits chimiques qui minéralisent les sols et qui, à long terme, rendent nos sols infertiles. Or, venir à cette rencontre, c'est de voir comment les produits locaux, la fumure locale, donc associer le bétail à l'extension de l'agriculture par les tracteurs, eh bien, il faut venir écouter tout ce qui peut améliorer notre capacité de production et améliorer la qualité des produits que nous consommons. Et justement, est-ce que vous croyez que ce genre de festivals peuvent
changer la donne, on vient de le voir dans notre élément de chronique éco, entre 2015 et 2021, c'est de 9 à 30 milliards de francs CFA d'importation de pesticides chimiques au Burkina Faso. Est-ce que face à cette somme énorme et aux enjeux économiques énormes, est-ce que des festivals aussi simples que cela peuvent changer la donne? Absolument, parce que les gens verront que les pesticides qui empoisonnent donc les produits agricoles qui empoisonnent l'homme, eh bien, sont remplacés par des pesticides fabriqués à partir de nos plantes ici locales, comme le nîmes, comme le tabac, et qui sont aussi efficaces que les pesticides importés. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des occasions de partenariat pour peut-être ces agriculteurs qui sont conscients de la situation et du péril et qui veulent changer les pesticides? Est-ce qu'il peut y avoir des partenariats pour leur permettre d'avoir accès à ces pesticides nouveaux-là dont vous parlez et à des prix abordables? Parce que parfois, c'est le prix qui décourage. Non seulement il y a un partenariat, mais il y a tout un apprentissage qui est ouvert pour que les gens s'approprient des nouvelles technologies qui sont possibles. Donc du 8 au 11 novembre. Du 8 au 11 novembre. Au Palais de la Jeunesse de Jean-Pierre Guingané. Jean-Pierre Guingané à Sissin. À Sissin. Voilà. Vous invitez tout le monde, les professionnels de l'agriculture, sur le plan économique aussi, les exportateurs, les importateurs, tout le monde est invité. Absolument. C'est une sorte de grand-messe de l'agriculture écologique et biologique. Absolument, absolument. Et vous savez que l'alimentation est aussi importante pour avoir une bonne santé, pour faire le sport. Absolument. Et justement, nous voulons interpeller tous ceux qui seront là que la fierté de notre agriculture, c'est l'ambition de pouvoir nourrir tous les enfants de ce pays. De ce pays. Absolument. Est-ce que vous aimez le sport? Absolument. Vous savez qu'il y a le Tour du Faso qui vient de prendre fin. Absolument. Avec le couronnement. Avec le couronnement de notre grand cycliste. Le Burkinabé. On n'est pas peu fiers. Paul Domon, qui a remporté le maillot jaune. On n'est pas peu fiers. La 34e édition du Tour du Faso. Il y a eu 10 étapes, près de 1180 km parcourus, 7 régions traversées, avec tellement de péripéties, des émotions, des hauts et des bas. On regarde tout cela dans le film de la 34e édition du Tour du Faso, avec Luc Pabelgem assis derrière sa moto. Le premier podium de l'arrivée du Tour du Faso 2023 à Pau a failli être le bon. À quelques détails près, seul le 3e Ashraf Eddogmi du Maroc n'y figure pas, sinon Paul Domon et Rutger Wouters ont gardé leur position jusqu'à la fin, avec une inversion de rôle cependant à la 3e étape. Partie de Ouagadougou avec 72 coureurs venus de 11 pays, la caravane du Tour ira à Pau, à Ziniaré, reviendra à Ouagadougou pour s'ébranler ensuite à Koupela, Tinkodogo, Zorgo, Koudougou, Boromo, Bobo Dioulasso, pas avant un comeback à Ouagadougou du 27 octobre au 5 novembre. Les 1180 km de l'ensemble des 10 étapes ont été parcourus par le plus rapide, Paul Domon, en 27 h 21 minutes 56 secondes. Il est le grand vainqueur de ce Tour du Faso et porte logiquement le maillot jaune, celui du meilleur classé au temps. Ça a été 10 jours très épuisants, physiquement et mentalement. Mais je suis content d'y être parvenu avec mes coéquipiers. On est vraiment très soulagés. Je pense que ça représente des années de travail, la persévérance, beaucoup de douleurs également, parce que pour en arriver là, à ce niveau-là, ça a été très difficile, surtout en 2023. Vraiment, je suis soulagé de retrouver la confiance et de pouvoir gagner le Tour du Faso, qui était vraiment un des gros objectifs de ma carrière. Beaucoup de joie aussi? Ouais, énormément de joie. C'est incroyable ce qui se passe. On voit toute la population qui vous suit. On se rend compte que vraiment c'est quelque chose de grandiose. Et ouais, ça donne vraiment la chair de poule. Ouais. Le deuxième maillot prestigieux, le vert, est également sa propriété. Paul Domon succède à Daniel Bischmann de l'Allemagne, le dernier maillot jaune du Tour du Faso en 2021, et Mathias Sorgo, le dernier maillot jaune burkinabé en 2018. Paul Domon est d'ailleurs le 16e maillot jaune burkinabé du Tour du Faso en 34 éditions. L'étalon cycliste a prouvé sa forme du moment en s'illustrant sur son point fort, le sprint. Grâce à sa maîtrise de cette course à vive allure sur les derniers mètres,
Il remporte 5 victoires d'étape à Pau, à Ziniari, à Zorgo, à Koudougou et à Bobo Dioulasso, portant les victoires d'étape burkinabé à 6. Seul le Maroc a pu suivre la cadence avec 3 victoires d'étape et la Belgique, une seule. Le travail d'équipe des étalons a même permis à Domon de porter à un moment tous les maillots qui comptaient à ce tour avec le maillot rose des sprints intermédiaires. Au classement général, Rodi Kouéré du Cameroun lui chipe ce maillot après tant d'efforts au point chaud. Avec ce sacre, tous sont unanimes que Paul Domon doit franchir un cap. Je crois que la suite de Domon, c'est réellement chercher à ce que réellement il gagne des stages et pour aller réellement très loin. C'est vrai que vous avez vu son niveau est très bien, de 2.2 est très bien. C'est un coureur qui est très bien engagé, mais je crois qu'on peut le préparer à passer même professionnel. Parce que ce que je connais un peu de la sous-région et son classement au niveau de la Confédération africaine, et ce qu'il vient de faire, vraiment c'est un enfant qui est vraiment très, en tout cas qui est promis pour le cyclisme de haut niveau. Le Burkina Faso tenait à son tour et l'a fait renaître. La même transition qui l'avait interrompu l'a ramené en se lançant le défi de le réussir. Et c'est ce défi qui a été relevé selon le ministre en charge des sports. Il y a eu de l'engouement dans les régions traversées au vu de la mobilisation. Les Burkinabés aiment le cyclisme et l'ont démontré à ce 34e Tour du Faso. La Belgique est le seul pays européen qui n'a pas eu peur de venir dans un pays que ses homologues fuient, comme la peste. Les 10 autres pays africains, en plus du Burkina Faso, ont apprécié la chaleur humaine et la chaleur tout court. Le maillot jaune 2023 n'a connu que 2 porteurs, Paul Domon et Rutger Wouters, qui ne l'a gardé que le temps d'une étape. Voilà le film de la 34e édition du Tour du Faso, le Tour du Faso qui reste fidèle à sa réputation en termes d'élan, de patriotisme aussi, de surprise. Tout cela pour montrer aussi que malgré la situation d'insécurité difficile, il y a encore de l'espoir, surtout avec le sport qui ramène tout le monde autour de l'essentiel, les valeurs d'amitié. Bonsoir et à demain pour une autre session de l'information.